Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est de la thermodynamique. C'est une matière qui est extrêmement compliquée à comprendre au début parce que c'est nouveau, c'est une matière nouvelle et c'est absolument normal. Cette partie aura pour but de vulgariser ce que tu as vu en cours pour essayer de le comprendre au mieux. Dans un premier temps, nous verrons quelques descriptions et rappels de définition de ton cours. Dans un deuxième temps, nous analyserons les 4 principes de la thermodynamique, à quoi ils nous servent, comment est-ce qu'on peut les utiliser en exercice. Et dans un troisième temps, nous étudierons différentes lois, notamment la loi de Hess et de Kirchhoff qui posent souvent problème. Alors j'espère que la vidéo te plaira, à tout de suite. Tout d'abord, la thermodynamique se base sur 4 principes. Le principe 0 conditionne le fait qu'il y a ou non un transfert de chaleur entre deux systèmes. Donc en gros, ça parle d'équilibre thermique. Le principe 1 dit qu'il existe un équilibre dans l'échange de l'énergie lors d'une réaction, dans un système isolé. Un système est dit isolé lorsqu'il n'échange ni matière, sous forme de quantité de matière par exemple, ni de l'énergie, sous forme de chaleur notée Q, ou de travail noté W, et cela avec l'extérieur. Nous verrons que dans ce cas, nous pouvons introduire une notion. C'est l'énergie interne du système, notée U. Le principe 2 vient compléter les lacunes du principe numéro 1 en introduisant la notion d'entropie, et par conséquent d'irréversibilité, mais nous y reviendrons. Enfin, le troisième principe nous dit simplement qu'il existe une limite basse à l'entropie, telle qu'à moins 273,15 degrés Celsius, elle devient nulle. Ainsi, aucun système dans l'univers ne peut passer en dessous de cette température. À présent, quelques petits rappels. Qu'est-ce qu'une fonction d'état? Une fonction d'état, comme l'énergie interne, l'entropie, l'enthalpie ou l'enthalpie libre, est une fonction qui ne dépend pas du chemin suivi. Ainsi, seul l'état initial et l'état final sont nécessaires à son calcul, et ce, peu importe les états intermédiaires. Nous pouvons définir ainsi des variables d'état, comme la pression, le volume, la température ou encore la quantité de matière. En fait, une variable d'état caractérise l'état du système à un instant T et non son évolution lors d'une réaction ou d'une transformation. Pour prendre un exemple, si nous avons un volume d'eau de 1 litre et que nous voulons atteindre un volume de 2 litres, peu importe la quantité d'ajout de volume et son rythme, nous arriverons toujours à destination. Ainsi, notre variation de volume ΔV est égale à la somme des volumes ajoutés pour aller de V1 à V2. Cependant, les propriétés du système qui sont en interaction avec l'extérieur ne sont pas des variables d'état, par exemple la chaleur ou le travail. Eux dépendent de l'évolution du système. Ce ne sont donc pas des variables d'état. Voici un exemple pour comprendre la différence entre une variable d'état et une variable qui n'en est pas une. Prenons la variable altitude. C'est une variable d'état, puisqu'elle ne dépend pas du chemin suivi par la voiture, pour gravir le col d'une montagne par exemple. Nous partons d'un point initial et arrivons à un point final, et ce, peu importe le chemin suivi par la voiture. Une voiture qui parcourt 500 km pour gravir la montagne et une autre qui n'en fait seulement 10 arriveront au même point final. Pourtant, ce n'est pas le même cas si nous prenons la consommation de carburant de la voiture, donc de l'énergie finalement. Ici, ce ne sera pas une variable d'état, car elle consommera beaucoup plus en empruntant le chemin de 500 km que celui de 10 km. En effet, la consommation dépend de plein de facteurs, comme le terrain, le conducteur, le temps qu'il fait, etc. Prenons un deuxième exemple plus technique. Nous prenons un piston qui comprime un gaz à l'intérieur d'un tube. Le piston effectue un travail. Il existe 2 possibilités de compression de ce gaz. La première est d'appuyer sur le piston tel que la réaction soit irréversible, c'est-à-dire que lorsque l'on va appuyer sur ce piston, nous aurons une création de chaleur, par exemple due au frottement du piston sur les parois du tube. Mais aussi les molécules de gaz se percuteront beaucoup plus à l'intérieur du tube. On ne peut donc pas l'assimiler à un gaz parfait. On notera que le travail ΔW est égal à moins la pression finale fois ΔV. La deuxième solution est d'appuyer de manière extrêmement faible sur ce piston. Ainsi, nous ne créons plus de différentiel d'énergie. Mais on peut aller encore plus loin, car à ce moment-là, nous pouvons considérer le gaz comme parfait. Et oui, nous appuyons tellement peu fort sur ce piston que nous ne perturbons pas la nature du gaz. Pourtant, au bout de très longtemps, nous atteindrons quand même la pression finale. La pression qui entre dans le calcul du travail sera déterminée donc par la loi des gaz parfaits. PV est égal à nRT.
Ainsi, nous avons delta W qui est égal à moins nRT sur V multiplié par delta V. La réaction est à tout moment réversible, car la pression exercée est suffisamment faible. On conclut donc que selon le chemin suivi, la valeur de pression ne sera pas la même. Ainsi, ce n'est pas une variable d'état. Mais vous allez me dire, pourquoi une fonction est dite d'état si elle comporte des variables qui ne sont pas d'état, comme U finalement? Eh bien, c'est parce qu'il n'y a pas de corrélation entre le fait que des variables qui ne sont pas d'état conduisent assurément à une fonction qui n'est pas d'état. La formule mathématique assurée et universelle d'une fonction d'état est que la dérivée totale de la fonction doit être égale à la somme des dérivées partielles de ces variables. C'est pour cela qu'il existe des phénomènes de compensation entre les variables qui ne sont pas d'état, conduisant à une fonction d'état. Passons maintenant à la description des principes. Pour le principe 0, dans le cours, on donne l'exemple d'une bouteille d'eau que l'on plonge dans une piscine, avec une différence de volume très importante. Pourtant, la bouteille qui a une température plus élevée mais un volume infiniment plus faible transmettra de la chaleur. Ce sera toujours comme ça. C'est le corps avec la plus haute température qui réchauffera un corps de plus basse température, et non l'inverse. Un corps de plus basse température ne refroidit pas un corps de plus haute température. Un corps verra sa température baisser par émission de cette chaleur. Le principe numéro 1 dit qu'il existe un équilibre dans l'échange de l'énergie. C'est le principe de conservation de l'énergie. Si on reprend un exemple, vu précédemment, on donne 2 litres d'eau à 30 degrés Celsius qui forment 1 litre de 10 degrés Celsius et de 50 degrés Celsius. Ceci est réversible, notamment en se basant sur le principe 0. Pour être plus précis, ce premier principe dit que la quantité d'énergie interne U est invariable lors d'une transformation. Elle reste constante et implique la quantité de chaleur et de travail échangée avec l'extérieur. On obtient U est égal à Q plus W. Pour parler français, dans un système isolé, l'énergie est toujours conservée. On ne peut pas créer de l'énergie en plus. Mais ceci sera approfondi par le second principe. Et j'en profite pour citer Lavoisier avec une phrase qui résume bien ce principe. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce même principe fait intervenir une nouvelle fonction d'état, l'enthalpie notée H. La formule est delta H est égal à delta U plus P delta V. Elle caractérise donc la variation d'énergie interne du système additionnée au produit du volume et de la pression, et s'exprime donc en joules. C'est en gros la quantité d'énergie absorbée ou évacuée lors d'une réaction à pression constante. On le voit dans la formule, seulement P est une constante. La valeur de H caractérise ainsi le fait qu'une réaction soit endothermique, elle emmagasine de la chaleur, ou exothermique, elle relargue de la chaleur. Ce qu'il faut retenir de ces deux formules, c'est que dans une réaction isobare, la variation d'enthalpie est égale à la quantité de chaleur échangée avec l'extérieur. Ainsi, H est égal à Q. Et que dans une réaction isochore, l'énergie interne est égale à la quantité de chaleur échangée avec l'extérieur. Ainsi, U est égal à Q. Cependant, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas si simple, et qu'en réalité, la réciproque n'était pas toujours vraie. Et le deuxième principe vient compléter le premier en introduisant la notion d'entropie. Le deuxième principe introduit donc la notion d'irréversibilité d'un système isolé, et que pour revenir à l'état initial, ce système aura besoin d'un autre apport d'énergie extérieure, ce qui revient alors à ne plus en faire un système isolé. Laissé à lui-même, un système tendra toujours vers le désordre, donc l'entropie ne peut qu'augmenter dans ce système isolé. Selon certains, l'entropie ne désignerait pas seulement le désordre, mais plutôt la possibilité des molécules d'un système à se réarranger. Ce second principe introduit donc delta S est égal à delta Q sur T. Question que tu dois te poser, c'est quelle est la différence entre chaleur et température? Eh bien, si on reprend l'exemple de la piscine et de la bouteille d'eau, les deux possèdent le même corps, de l'eau. L'eau de la piscine a une certaine agitation moléculaire. C'est le degré d'agitation que l'on appelle température. Cependant, l'eau dans la bouteille a une agitation supérieure. Quant à elle, la chaleur caractérise la quantité d'énergie échangée entre deux corps, si bien qu'un corps chaud transmet généralement de la chaleur à un corps froid. Pose ta main sur de la glace, tu la réchaufferas, et la sensation de froid viendra de la baisse de température due à la baisse de chaleur. En gros, la température c'est l'agitation des molécules, la chaleur c'est l'énergie qui résulte de cette agitation, comme lorsque tu te frottes les mains par exemple. Petit aparté, si la température caractérise l'agitation des molécules, nous comprenons pourquoi l'entropie entre dans le calcul de la chaleur.
Si la capacité des molécules à se réarranger augmente, donc que les possibilités des positions des molécules est plus grande, donc notre entropie, et que la vitesse d'agitation des molécules augmente, c'est notre température, nous comprenons pourquoi nous créons plus de chaleur. Dans l'exemple de la piscine, si on garde dans l'idée que le rapport contenant-contenu est proportionnel, nous comprenons pourquoi c'est la bouteille qui réchauffe la piscine, mais également pourquoi c'est la piscine qui est plus chaude. Elle possède un plus grand volume, donc donne une plus grande capacité à ces molécules dans les directions qu'elles peuvent prendre. Donc l'entropie augmente, tout en gardant une agitation, la température, quasiment équivalente. Revenons-en à la deuxième loi. Eh bien, on peut en faire un tas de choses, notamment calculer des variations d'entropie entre un état initial et un état final, car c'est également une fonction d'état. Si nous connaissons l'entropie initiale du corps, S1, et que l'on augmente la température du corps de quelques Kelvin, l'entropie va forcément changer. C'est pourquoi on utilise cette formule en utilisant la variation de chaleur en fonction de la température. Ainsi, si nous connaissons pour ce corps numéro 1 la concentration calorifique molaire ou massique, attention à bien faire la différence, mais j'y reviendrai juste après, nous connaîtrons ainsi la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un corps pour élever sa température de 1 Kelvin. Mais la réciproque est également vraie. Si l'on connaît la variation de température d'un système et également sa capacité calorifique, alors nous pourrons déterminer la variation d'entropie entre les deux à la deuxième température. Mais pour connaître exactement cette variation d'entropie, il suffit de connaître la capacité de ce corps à générer de la chaleur en fonction de la température. C'est ce qu'on appelle la capacité calorifique. Maintenant, quelle est la différence entre capacité calorifique molaire et capacité calorifique massique? Eh bien, c'est ça. Comme son nom l'indique, la capacité calorifique massique prend en compte la masse du corps et s'exprime en joules par Kelvin-1 par kg-1, tandis que la capacité calorifique molaire prend en compte la quantité de matière et s'exprime en joules par Kelvin-1 par mol-1. Donc faire très attention en exercice à l'unité de cette capacité calorifique, car elle peut très bien être molaire et utiliser cette formule, ou très bien être massique et utiliser l'autre formule. Deuxième petit point, cette formule peut être utilisée pour un changement d'état, mais à ce moment-là, nous utiliserons les valeurs de chaleur latente du corps en question. C'est de passer d'un corps gazeux à liquide, par exemple, à une même température. Mais cette fois, nous prenons la chaleur latente plutôt que la capacité calorifique, car ici, il y a modification de l'état de matière. En résumé, s'il y a variation de température sans changement d'état, on utilise la concentration calorifique molaire ou massique, mais s'il y a changement d'état, on utilise la chaleur latente du corps à cette température. La loi de Hess permet dans les grandes lignes de calculer la valeur d'une fonction d'état, comme l'entropie ou l'enthalpie, à deux températures différentes en utilisant un état intermédiaire. En pratique, cette formule s'appelle le cycle de Hess. Dans votre cours, il ressemble à ça. En fait, cette formule nous permet de calculer une variation d'entropie d'une réaction à une température T2 en étudiant la variation d'entropie à T1. Ainsi, la formule la voici. Généralement, dans un exercice, on te demande de calculer la variation d'entropie de la réaction, c'est-à-dire que tu as l'entropie de formation de tous les corps, et via la formule delta S est égal à l'entropie des produits moins l'entropie des réactifs, tu trouves la variation d'entropie de la réaction à la température T1. Attention à ne pas oublier les coefficients stoichiométriques. En théorie, le chemin et les calculs sont assez longs à faire, car il faudrait calculer le delta de l'entropie de référence S1, qui est la branche descendante, avec la variation de température, puis le calcul des capacités calorifiques, puis le delta de l'entropie de réaction de la température T1, puis le delta de l'entropie de référence S2. Bref, tout ça, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est aller vite. Une fois que l'on a calculé la variation d'entropie à T1, on calcule la variation de capacité calorifique, molaire ou massique, de la réaction à T1, qui nous servira pour déterminer delta S2. C'est exactement de la même façon que pour S1. Delta de la capacité calorifique de la réaction à T1 est égal à la somme des capacités calorifiques des produits, multipliée au coefficient stoichiométrique, moins la somme des capacités calorifiques des réactifs, multipliée à leur coefficient stoichiométrique. Passons maintenant à la phase un peu spéciale. En mathématiques, tu sais déjà que le calcul d'un nouveau terme se fait en additionnant le terme précédent plus la variation entre les deux. C'est ce qu'on fait ici. C'est que nous avons calculé delta S de réaction à T1, et maintenant il faut calculer la variation d'entropie pour arriver à delta S2 de réaction.
Or, nous savons déjà comment calculer une variation d'entropie. D'après la deuxième loi de la thermodynamique, la formule, la voici. Et c'est tout. En fait, ton entropie de réaction à T2, c'est l'entropie de réaction à T1 plus l'intégrale de T1 à T2, Cp sur T dt. Et ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Kirchhoff. La loi de Kirchhoff, c'est juste une adaptation du cycle de Hess permettant de calculer en une seule formule la variation d'entropie de réaction à T2. Ensuite, pour utiliser au mieux la loi de Kirchhoff, tu cherches la capacité calorifique de la réaction. Celle-là, tu l'as calculée juste avant. Elle reste la même, puisqu'elle est indépendante de la température. Et tu as aussi calculé avec les données de l'énoncé ton delta S de réaction à T1, avec cette formule. Si tu veux aller plus loin, et t'éviter de réfléchir à comment sortir de ton intégrale durant l'examen, et ainsi perdre du temps inutilement, retiens cette formule-là. En soi, la relation de Kirchhoff est l'application simple de la loi de Hess quand il n'y a pas changement d'état. Maintenant, on va s'intéresser à l'enthalpie. L'enthalpie représente la chaleur échangée lors d'une réaction isobare et est définie par la formule H est égale à U plus PV. Nous pouvons l'utiliser dans la loi de Hess car il s'agit d'une fonction d'état. Ainsi, cette fonction ne dépend pas du chemin parcouru. C'est pourquoi dans un exercice, lorsque l'on cherche l'enthalpie de réaction, nous pouvons faire comme avec l'entropie notée S. Mais attention, cette fonction n'est valable que dans un système isobare. De plus, le système ne doit pas modifier son état. L'utilisation de cette loi est encore une fois la loi de Kirchhoff. Elle se calcule de la même manière que S2, mais avec cette formule. Je ne la détaille pas plus, car elle est issue d'une démonstration mathématique qui ne nous intéresse pas pour la compréhension. La démonstration de la loi de Kirchhoff pour l'enthalpie est la même. À la fin, nous obtenons delta H2 est égal à delta H1 plus l'intégrale de Cp dt. Comme pour l'entropie, voici la formule que tu dois retenir pour l'examen. Delta H2 est égal à delta H1 plus Cp T2 moins T1. Cette formule est, au final, simple à comprendre avec les indications que l'on a données précédemment. Pour clore en beauté cette vidéo, nous allons faire un petit point sur les différentes lettres qui précèdent des fonctions et qui expriment des variations. Nous allons nous servir de l'exemple de la consommation de carburant d'une voiture. Le delta en forme de triangle exprime une variation globale. C'est la variation de consommation de carburant entre un instant T1 et un instant T2. Le petit d exprime une variation dite locale, c'est-à-dire qu'elle concernera encore la consommation de carburant, mais sur une petite partie du trajet. Par exemple, une côte de 200 mètres sur un trajet de 400 km. Le delta d rond, c'est la lettre de la dérivée partielle, c'est-à-dire qu'elle sera devant les variables d'une fonction. Nous avions dit au début de la vidéo que la consommation de carburant dépendait de la météo, du conducteur ou encore du terrain par exemple. Donc sur cette portion de 200 mètres, comment est-ce que va être le terrain? Enfin, le delta minuscule, c'est ce qu'on appelle une quantité élémentaire. C'est un peu compliqué mais tu vas comprendre. Si l'on garde l'exemple de la voiture et que l'on dit que la consommation de carburant est à intervalle régulier de 5% sur une distance courte, eh bien, une augmentation de la conso sur un intervalle n'est pas une variation en tant que telle, mais une quantité élémentaire. La consommation va augmenter de temps. Donc c'est une valeur fixe, numérique, n'exprimant pas de variation en tant que telle, mais plutôt une part chiffrée de la variation. Voilà, c'est terminé. Alors j'espère que cette vidéo t'aura permis d'éclaircir les zones d'ombre de la thermodynamique et aussi t'aura permis de te préparer au mieux pour l'examen. Je te souhaite bon courage et à la prochaine.